Bonjour à tous et bienvenue sur Époque Épique, la chaîne des nostalgiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a posé les bases de tout ce qui viendra après lui. Un jeu qui a mis en place les us et coutumes de son genre et qui, plus de 30 années après, reste un maître étalon et une référence. Je vais vous parler de Street Fighter 2 de Capcom. Allez, générique. Fin des années 80, les jeux de combat en borne d'arcade sont pour la plupart des jeux vidéo à progression linéaire vue de côté en vue plongeante ou en vue de profil. Il y avait, en 1989, pas mal de choix pour taper du méchant de pixels. Certaines bornes, comme celle du jeu Tortue Ninja, permettaient même de se castagner à 4 copains contre tous les vilains du logiciel. Un pur délire. Un peu avant tout ça, en 1987, Capcom, un développeur et éditeur de jeux vidéo, qui a sorti en 1985 le merveilleux mais ô combien difficile Ghosts and Goblins, sort dans l'indifférence quasi générale à un jeu de combat d'un genre assez peu répandu. On se bat à un contre un, dans un vaste lieu clos, sur un seul plan, avec un défilement en vue de côté. On peut se protéger pour que notre personnage subisse moins de dégâts et perde moins de vie, et certains protagonistes ont des pouvoirs spéciaux. Les graphismes sont plutôt réussis, mais on ne peut jouer qu'un combattant. La maniabilité est très limite et la difficulté très élevée. L'animation ainsi que la physique des personnages n'est pas du tout réussie. La franchise Street Fighter, qui n'en est alors pas encore une, vient de naître. Et en tout cas, en France, ça nous en chatouille une sans trop faire bouger l'autre. Mais le jeu rencontre quand même un certain succès malgré tout. Capcom, jusque-là réputé pour ses shoot'em up à succès et son Ghosts and Goblins, constate l'immense succès rencontré par un certain Double Dragon, et désireux d'avoir sa part du gâteau, décide de créer un beat'em up pour sa nouvelle architecture de système d'arcade à venir, le Capcom Play System, abrégé CPS. Le projet s'appelant Street Fighter 89 est en route. Le nouveau système d'arcade de Capcom a pour but d'unifier le matériel et de le rendre commun à plusieurs jeux, de manière à pouvoir interchanger les jeux de façon rapide et beaucoup moins coûteuse. Les équipes en charge du développement ont cependant une contrainte de taille. Le nouveau jeu doit tenir dans une quantité de mémoire limitée, car au moment du développement, il y a une grosse pénurie de semi-conducteurs et donc de puces mémoire. Malgré les compromis à faire, le développement du jeu arrive à son terme et en décembre 1989, Capcom sort un monstre sacré du jeu vidéo. Sa réponse au raz-de-marée Double Dragon de Technos, sorti en salle d'arcade en juin 87 pour le premier et en novembre 88 pour le second. Un jeu qui marque une réelle avancée graphique et audio par rapport à la concurrence, et une véritable claque visuelle, ludique et sonore. Les sprites étaient énormes, le son était fou, l'animation des personnages et la fluidité d'affichage absolument inédite, et la jouabilité d'une efficacité redoutable. Le jeu en question, c'est Final Fight, et il est juste incroyable. On a le choix entre trois protagonistes pour aller tarter du méchant. Capcom, avec ce titre, annonce la couleur. Et met la barre haute, très haute même. C'est très subjectif, mais certains disent que Final Fight est un des rares jeux à être enfin au niveau des légendaires Double Dragon. Pour moi, Final Fight est très largement au-dessus des Double Dragon, et ce à tous les niveaux. Les graphismes, l'animation, la maniabilité, l'ambiance sonore, tout est largement au-dessus de ce qui a été fait dans les pourtant très bons Double Dragon 1 et 2. La pénurie des semi-conducteurs étant finie, Capcom décide de mettre en chantier une réelle suite au jeu Street Fighter sorti en 1987. Car même s'ils ont dû faire au mieux pendant le développement du fabuleux Final Fight pour capter les parts de marché de la franchise Double Dragon, au vu des prix actuels des composants, le prochain jeu pourra se permettre d'être gourmand en ressources. Et il va l'être, car Capcom a conscience de la supériorité de son système CPS sur ceux de la concurrence, et met tout en œuvre pour que le projet soit à la hauteur de leurs ambitions. Capcom demande à 6 de leurs meilleurs caractère designers de travailler sur 2 personnages chacun, afin de créer le plus ambitieux jeu de combat et la meilleure démonstration technique possible pour son Capcom Play System, en prenant pour pitch un tournoi mondial de combat de rue où 12 combattants issus de différentes régions du globe devront s'affronter. Et les caractères designers ne vont pas lésiner, en laissant libre cours à leurs talents et en créant des personnages extrêmement détaillés,
à l'animation hallucinante et avec un panel de coups et d'attaques alors jamais vu. Le jeu sort au Japon le 6 février 91. On y découvre l'écran de titre, plutôt sommaire et sans prétention, qui dénote presque avec le reste du jeu, comme si c'était fait exprès, accompagné d'une musique mémorable, où deux individus encerclés par une foule apparemment surexcitée se cognent au pied d'un immeuble, la caméra montant le long de l'immeuble jusqu'à avoir dans son champ un panneau d'affichage où apparaît le titre du jeu. Les protagonistes étant issus de différents pays, nous avons pour sélectionner notre combattant une carte du monde sous laquelle il y a un tableau où sont regroupés les 8 personnages sélectionnables du jeu. On y retrouve le personnage principal du premier opus, Ryu, karatéka brun venant du Japon, portant un kimono blanc et un bandeau rouge dans les cheveux, se battant au sein d'un dojo à l'architecture typiquement japonaise. Son principal rival, Ken, le karatéka américain blond, portant un kimono rouge, se battant sur le ponton d'une marina des États-Unis, et qui est, selon les dires des créateurs japonais du jeu, beaucoup plus arrogant et futile que son rival japonais, qui lui, bien sûr, est bien plus respectable et sage que son double américain. En 1991, certaines rancœurs sont toujours tenaces. Les deux protagonistes adeptes du même art martial ont des attaques similaires, les boules d'énergie, les coups de pied rotatifs et les poings du dragon. Il y a Chun-Li, combattante chinoise aux coups de pied ultra rapides et à l'agilité hors du commun, portant un kipao bleu et des bracelets à pointe et se battant dans la rue de sa commune typiquement chinoise. Zangief, le grand catcheur soviétique en slip rouge au corps bodybuildé couvert de cicatrices. Spécialiste du combat rapproché et destructeur pendant ses projections, combattant au sein d'une usine typique de l'Union soviétique. Dalsim, le bon indien, portant un short en haillons, pratiquant le yoga et disposant de pouvoirs spéciaux tels que la téléportation, les boules de feu et l'étirement de ses bras et de ses jambes, et se battant dans son temple au milieu des éléphants. Guile, marine américain à la coupe en brosse, se battant sur une base de l'US Navy, dont les coups de pied retournés et les enchaînements de coups en font un combattant hors pair. Blanca, une sorte de monstre sauvage vert aux cheveux orange, portant un bermuda déchiré faisant penser à l'incroyable Hulk, se battant sur les bords de l'Amazone dans la jungle du Brésil tropical, pouvant électriser son adversaire et lui foncer dessus en se mettant en boule. Edmond Honda, le sumotori japonais au physique hors norme, se combattant dans un bain public japonais typique, portant un kimono d'été décontracté et une peinture faciale de style kabuki, assez incompatible avec le sérieux du monde du sumo, disposant d'attaques manuelles puissantes et pouvant charger son adversaire tel un boulet de canon. C'est tout pour les personnages sélectionnables par le joueur, et pour l'époque, c'est déjà épique. Mais à ces 8 combattants viennent s'ajouter 4 boss. Balrog, un boxeur afro-américain, très inspiré par un certain Mike Tyson, disposant de puissants coups de poing, se battant sur le parvis d'un casino de Las Vegas. Saga, immense combattant thaïlandais, portant la tenue traditionnelle des boxeurs thaï, disposant d'attaques ressemblant fortement à celles de Ryu et Ken. Vega, le combattant espagnol masqué et armé d'une griffe, torero et ninja, extrêmement rapide, combattant au sein d'une bodega espagnole disposant d'un grillage qu'il escalade pour fondre depuis les airs sur son adversaire. Et pour finir, M. Bison, un combattant d'origine inconnue, se battant en Thaïlande, chef despotique de son organisation criminelle et organisateur du tournoi qui sert de prétexte à ce jeu. C'est le redoutable boss final du jeu. Au Japon, les boss se prénomment différemment. Balrog, le boxeur inspiré par Mike Tyson, s'appelle M. Bison. Vega, l'espagnol, s'appelle Balrog. Et M. Bison, le boss final, devient Vega. Seule Saga ne change pas de prénom. L'effet de parallaxe donné au sol des stages est une des nouveautés introduites par ce titre qui deviendra la norme par la suite dans la quasi-totalité des jeux du genre. Le travail réalisé par les équipes de Capcom est phénoménal. Les personnages sont gigantesques et leur animation est inédite. La maniabilité du jeu est fantastique et les musiques sont mémorables. Les combats sont minutés, ce qui rajoute de la tension et du rythme aux affrontements, les musiques s'accélérant dès que la situation devient critique. Et tout est fait pour que l'essence soit exacerbée. La frustration créée par la défaite en tout premier lieu. Les gens font la queue pour jouer sur cette borne d'arcade. Des salles entières ne s'équipent qu'avec des bornes Street Fighter 2, afin de répondre à l'énorme demande pour ce jeu d'arcade, dépassant tout ce qui a été connu en matière d'engouement pour un tel jeu. Des tournois se créent de manière spontanée au sein des salles d'arcade, et jamais auparavant, un jeu d'arcade n'avait suscité un phénomène d'une pareille ampleur. Des parties de jeu sont diffusées sur écran géant au sein des salles pour faire patienter les joueurs en attente de leur tour, et les fans s'amassent devant afin de parfaire leur technique en observant les autres joueurs. C'est tout simplement une claque magistrale, un raz-de-marée, la naissance d'un phénomène, et je pense sincèrement que personne ne s'attendait à ce que ça devienne la révolution vidéoludique majeure qu'il a été.
Car si on s'amusait à faire une frise chronologique du jeu vidéo, il y aurait un avant et un après Street Fighter 2. Dans le bar d'à côté de chez moi, la borne Final Fight fut remplacée par une Street Fighter 2 et on y mit bon nombre de pièces. Et ce, jusqu'à début 93, période à laquelle un de mes meilleurs amis eut la Super Nintendo et Street Fighter 2. Ah là là, ce bruit. Ça réveille en moi l'envie d'y rejouer instantanément. Il faut savoir que c'est le jeu qui a permis à Nintendo de refaire son retard sur la Mega Drive en Europe et aux USA. Et je suis intimement persuadé que sans ce jeu sur la Super Nintendo, l'histoire de cette dernière aurait été bien différente. Capcom est sur le toit du monde vidéoludique. Et pas grand chose ne le fera redescendre pendant 4 ans. 4 années où beaucoup tenteront d'endiguer le phénomène. Certains y arriveront presque avec en 1992 Midway et un certain Mortal Kombat. Mais aussi SNK avec leur incroyable Art of Fighting et l'usage de zoom impressionnant pendant les combats. Mais 4 ans aussi pendant lesquels Capcom fera évoluer son jeu, en sortant en avril 92 Street Fighter 2 Prime Champion Edition, ajoutant la possibilité de jouer avec les 4 boss et d'affronter son propre personnage. Puis, en décembre de la même année, avec Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting, rééquilibrant le jeu en rajoutant certains coups à quelques combattants, en augmentant la vitesse et en rendant le jeu beaucoup plus dur qu'avant. Puis en septembre 93, avec la sortie de Super Street Fighter 2 sur le tout nouveau Capcom Play System 2 pour répondre aux concurrents toujours plus féroces comme SNK et leur Fatal Fury Special et leur Samurai Showdown. Puis en mars 94 avec la version turbo de ce Super Street Fighter 2 qui est le plus abouti des Street Fighter 2 mais aussi le plus détesté de tous, à cause de sa difficulté extrême qui dégoûtera bon nombre de joueurs ayant le sentiment de se faire voler par la borne d'arcade tant les parties jouées contre l'ordinateur étaient dures. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée et qu'elle vous aura permis de découvrir ou de vous remémorer cette époque incroyable de l'évolution du jeu vidéo. Et si vous avez des remarques ou tout simplement l'envie de partager votre ressenti, n'hésitez pas à me le dire ou à le faire en zone de commentaires. Je vous dis au plaisir de partager à nouveau mes souvenirs avec vous. Ciao!